faut changer de modèle de croissance. C'est le constat sans appel de 3 économistes renommés, Philippe Aghion, Gilles Berset et Eli Cohen. Il faut changer de modèle pour enrayer notre décrochage économique, mais aussi pour refaire fonctionner l'ascenseur social. Mais il faut aussi capter les opportunités de rebond offertes par les révolutions des technologies de l'information, ce que nous appelons ici à Xerfi la transition économique avec un I. Pour ne pas rater ce tournant, il faut des réformes structurelles profondes et une nouvelle stratégie. Nos 3 auteurs, qui se réclament pourtant de la gauche, proposent d'accélérer une politique économique plus favorable aux entreprises et de changer le rôle et les modes d'intervention de l'État. Bonjour Eli Cohen. Bonjour. Eli Cohen, avec vos 2 co-auteurs, vous dites « il faut penser autrement ». Vous insistez sur le fait que nous ne sommes plus dans une économie de rattrapage, que nous ne sommes pas aujourd'hui dans un problème de rattrapage face à un retard, mais que nous sommes dans une économie de l'innovation. Une économie de l'innovation avec des chaînes de valeur qui sont aujourd'hui mondiales de façon inexorable. Quelles conséquences vous en tirez ? Nous avions un modèle institutionnel qui était remarquablement adapté à une économie de rattrapage. Tout dans notre modèle y concourait. Le type d'État centralisé, avec des impulsions, avec des plans, des grands projets. Notre système éducatif qui savait former une élite resserrée, capable de former les généraux de la bataille économique, avec une université de masse qui fournissait la troupe, la capacité de notre administration à prendre en charge la conduite à moyen et long terme de la politique en laissant en gros les politiques tourner. C'était le régime de la 4e République. Mais on avait en point de mire ce qu'il fallait rattraper. Exactement, et on avait en point de mire ce qu'il fallait rattraper. Et donc on était à la fois dans une économie fermée, en voie d'ouverture, avec un objectif très net, le rattrapage, et avec, au fond, l'importation de technologies qui avaient fait leurs preuves déjà outre-Atlantique. Et comme en même temps, on sortait d'une société rurale, au fond, ça a formidablement marché. Et jusqu'en 1974, notre économie a connu des performances assez exceptionnelles. Et puis est arrivée la crise de 1974. Et ce qui me frappe, c'est qu'entre 1974 et 1984, la France a perdu le sens de la direction. Elle ne savait plus quoi faire. Et donc, elle a agi de manière désordonnée en augmentant massivement les prélèvements sociaux à l'époque, 7 points de PIB sous Giscard, et donc en déséquilibrant profondément le système économique, en ne sachant plus quel nouveau grand projet inventer. Et du coup, elle sombrait dans une stratégie de type mimétique, et en même temps en connaissant des dérèglements inflationnistes qu'elle ne savait pas traiter. Alors, on ne savait plus quel grand projet lancer. Voilà. Et on avait finalement laissé les entreprises faire. On s'est dit, il faut laisser faire, le marché s'autorégule. Il faut laisser faire, mais en même temps, en chargeant considérablement la barque, puisqu'on a accru considérablement les prélèvements. Mais on a gardé une politique macroéconomique de la demande, de régulation par la demande. Absolument, absolument. Et puis à partir de 1984, on fait un choix qui est typiquement le choix de l'intégration européenne, le choix de la mondialisation, le choix des privatisations, des libéralisations. Et en gros, on fait le pari que ce système-là va permettre de retrouver une dynamique. Mais le problème, c'est que ces grandes réformes, ces grandes évolutions n'ont pas du tout produit les résultats attendus parce que l'État, en fait, est resté le même. On a laissé cohabiter un appareil d'État qui continuait sur cette dynamique, même s'il avait de moins en moins de moyens, et en même temps un appareil productif qui souffrait des ajustements qui étaient faits périodiquement. Alors, tant qu'il y avait le ressort de la dévaluation, en fait, on remettait les compteurs à zéro chaque fois qu'il y avait un déséquilibre de compétition. Par contre, à partir du moment où la perspective de la dévaluation s'est éloignée avec l'intégration européenne et la création de la zone euro, on est entré dans une phase qui est une phase d'incohérence de politique économique, dans laquelle on continue à avoir des politiques de demande, de soutien de la demande, quand les problèmes à traiter étaient des problèmes d'offres. Comme de temps en temps, il fallait corriger les déficits qu'on constatait, on augmentait les impôts. Mais comme on ne pouvait pas augmenter les impôts qui pesaient sur la consommation et les ménages, parce qu'on avait cette idée que la croissance en France, ce n'était que par la consommation qu'elle se faisait, donc on alourdissait la charge pour les entreprises qui, du coup, devenaient encore moins compétitives. Donc on déséquilibrait les entreprises, on déséquilibre le commerce extérieur. Voilà, et donc on a maintenu ce système. Et puis maintenant, on se trouve, je dirais, au point d'aboutissement de ce système, c'est-à-dire que les déséquilibres constatés dans la compétitivité doivent être réglés, en gros, il faut le dire clairement,
par une dévaluation fiscale si on veut retrouver la compétitivité perdue. Et ça, c'est simplement politiquement difficile à faire, voire même politiquement impossible à dire. Alors, pour changer de modèle, on a bien compris que vous prônez une politique de l'offre, une politique favorable aux entreprises et aux entrepreneurs, mais pour autant, vous vous réclamez d'un modèle de croissance inclusif. Vous voulez toujours lutter contre les inégalités sociales, mais pour vous, la bonne méthode, c'est de relancer l'ascenseur social. Ben oui, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est de constater que la France, qui vante son modèle éducatif, républicain, démocratique, laïque, égalitaire, se satisfait d'une dégradation continue de ses performances scolaires et se satisfait d'une dégradation continue de l'espérance sociale. Ce qui nous a très frappé dans les études de PISA, tout le monde regarde les résultats de PISA, ce n'est pas simplement la dégradation de nos performances moyennes dans les apprentissages fondamentaux, que ce soit l'écriture, le calcul ou le raisonnement scientifique, mais c'est en même temps le fait que les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés ont une probabilité objective forte d'échouer scolairement. C'est-à-dire que l'école n'apporte pas du tout ce soutien qui permettrait aux jeunes de milieux défavorisés d'acquérir les compétences fondamentales et de sortir de leur destinée sociale. Mais il y a l'échec scolaire, mais il y a aussi la reproduction sociale. L'échec scolaire, reproduction sociale et du coup, perte de l'espoir de la mobilité sociale et reproduction des inégalités. Eh bien, nous nous étonnons beaucoup qu'on se satisfasse de ce système. Pire encore, qu'on s'en prenne à l'instrument en disant que PISA, de par sa constitution technique et statistique, défavoriserait systématiquement les petits Français à cause des modes d'apprentissage spécifiques aux Français. C'est ahurissant, non ? Donc, pour lutter contre les inégalités, réfléchir plutôt à la manière de relancer l'ascenseur social plutôt qu'à des politiques massives de transfert. Absolument, parce que ce qu'on sait, nous autres économistes, si vous voulez, c'est que la libéralisation du marché des biens, ce n'est pas simplement quelque chose qui est conçu pour faire plaisir aux entrepreneurs, pour mettre à mal les professions fermées et leur rente. Il y a une dynamique propre de la libéralisation du marché des biens. C'est que ça a des effets également sur l'emploi. On sait que des professions fermées, protégées, sont un frein à la mobilité, à la fluidité de l'emploi, notamment pour les personnels les moins fermés. Donc, libéraliser les marchés des biens et libéraliser le marché du travail, c'est également un moyen de favoriser l'ascenseur social. Et donc, tout se tient, l'effort éducatif, la libéralisation des marchés et une politique macroéconomique plus adaptée. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la fiscalité, on va évoquer les différents thèmes qui sont passés en revue dans le livre. La fiscalité, alors je vous cite, vous parlez d'un imaginaire national de la fiscalité et des inégalités. Comment faut-il réformer notre fiscalité pour sortir de cet imaginaire de la fiscalité? Comment faut-il le réformer? Dans quel sens et avec quels outils? C'est très simple, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si vous voulez, la grande idée fiscale, la grande idée fiscale du gouvernement actuel, c'est la convergence des taxations du travail et du capital, c'est la barémisation de tous les revenus, et c'est donc une situation dans laquelle, je dirais, on ne tient aucun compte des spécificités des différentes matières à taxer. Je prends l'exemple de la taxation du capital parce que c'est celle qui choque le plus dans ce qu'on dit. Avez-vous constaté, comme moi, qu'il y a aujourd'hui des députés socialistes qui disent mais enfin, quand commencera-t-on à taxer le capital? Vous imaginez? On est le pays qui taxe le plus le capital sous toutes ses formes, et les représentants du parti majoritaire continuent à penser qu'il y a un gisement infini du côté de la taxation du capital pour régler les problèmes des retraites, de pouvoir d'achat, de traitement des inégalités, etc. Alors, regardez quand même ce qui se fait autour de nous. Regardez comment des pays comme la Suède, par exemple, après la grande crise du début des années 90, ont réformé leur système. Pourquoi diable un pays comme la Suède a adopté un système dual de taxation, avec un régime spécifique de taxation du capital et un régime spécifique de taxation du travail? Pour une raison très très simple. Je sais bien qu'on n'accepte pas les arguments qui consistent à dire taxer le capital, c'est taxer le revenu 2 fois. Admettons qu'on n'accepte pas ce raisonnement. Mais quand même, on sait, il est établi par les exemples de ces pays-là, qu'une taxation incitative du capital a des externalités très positives sur l'investissement, sur l'innovation. On sait en plus qu'on est en situation de concurrence fiscale. Comment voulez-vous taxer les plus-values à 62% d'un côté de la frontière entre la France et la Belgique et de 0% de l'autre côté? Nous sommes quand même dans un espace économique intégré. Donc ce qui me frappe, c'est cette volonté de ne pas réfléchir
aux conditions spécifiques de taxation des différentes bases. Alors, le travail, le capital. Derrière tout ce que vous dites, il y a un logiciel mental, Oui. en quelque sorte, qu'il faut changer. Et je trouve révélateur ce que vous dites au sujet du débat sur le CICE, et je vais citer le livre. Ce débat sur le CICE révèle une incapacité à dissocier l'entreprise créatrice de richesse, l'entrepreneur qui risque un capital, la figure damnée du patron et celle du rentier. Ben oui, on est en plein là-dedans. Je suis très frappé de voir comment, chez les élus de base, ce glissement s'opère en permanence. Le glissement de l'entrepreneur à l'entreprise, de l'entreprise au patron et du patron... Les cadeaux au patron. Et les cadeaux au patron. Les fameux cadeaux au patron. On n'aide pas les entreprises, on fait des cadeaux, au patron. Et j'écoutais pas plus tard qu'hier soir un éminent député de gauche qui disait les baisses de charges, c'est notre argent à nous qu'on restitue au patron. Notre argent à nous. Cette idée que l'État a une richesse spécifique dont il peut dispenser les libéralités est quelque chose d'assez étonnant. Qu'on n'ait même pas fait ce pas qui consiste à penser que l'État, c'est une institution formidablement utile de redistribution, de recyclage, d'investissement dans les services, de management économique, d'orientation macroéconomique, mais c'est également et avant tout le contribuable. Le fait qu'on n'ait pas cette idée simple, qu'on ait même à argumenter pour défendre cette idée, c'est quand même assez troublant, non ? Alors, dans cette économie de l'innovation, stimuler les entreprises, et dans cette économie de l'innovation, vous estimez qu'il est indispensable de flexibiliser davantage le marché du travail. Ben oui, si vous voulez, on a eu un débat ces jours-ci sur le SMIC. Bon, tout le monde dit que le SMIC est la pierre angulaire de la politique du travail et que toute remise en cause du SMIC est absolument à prohiber. Nous ne sommes pas, nous, dans ce livre, vous l'avez noté, partisans de l'abaissement du SMIC ou de la remise en cause du SMIC, mais on se contente de pointer quelques éléments. Premier élément, il se trouve que nous avons le niveau de SMIC le plus élevé en Europe. Deuxièmement, le SMIC doit représenter 60 ou 65% du salaire médian. Troisièmement, le SMIC par lui-même ne se soutient pas. Il faut une politique massive de baisse des charges pour que les entreprises continuent à embaucher des travailleurs non qualifiés. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système dans lequel le SMIC ne tient qu'avec 22 milliards de subventions aujourd'hui et demain 32 milliards. Donc, il y a bien un problème. Quatrièmement, on a un chômage de jeunes et une difficulté à entrer sur le marché du travail qui est caractéristique. Cinquièmement, on a une difficulté formidable pour les chômeurs seniors à revenir sur le marché. Donc, on dit, et puis, sixièmement, est-ce qu'il est bien justifié de garder le SMIC alors que dans le SMIG, il y avait une régionalisation. Donc on a 6 éléments, on dit peut-être qu'il faut réfléchir. Il faut peut-être réfléchir. La flexibilité du coût du travail. Et dissocier, je dis juste, et dissocier le traitement de la pauvreté, pour lequel il y a un instrument qui est excellent, qui est le RSA, qu'il faut peut-être développer encore, et puis le salaire au SMIG, qui doit être un élément d'une politique salariale et d'une politique d'emploi, et je dirais d'une carrière de salarié. Parce que l'un des effets de ce système, c'est un écrasement permanent de la pyramide salariale, et donc un manque d'incitation à la mobilité. Alors justement, mobilité, la flexibilité du marché du travail, ce n'est pas simplement un problème de coût du travail, c'est aussi un problème de mobilité intersectorielle, oui. C'est un problème de déplacement aussi du travail de secteurs matures vers des secteurs innovants, vers des secteurs risqués en même temps. Dans quel sens il faut flexibiliser le travail pour favoriser ces secteurs risqués, donc on ne peut pas planifier, qui viennent de cette nouvelle économie, des nouvelles technologies? Eh bien, il faut encore une fois regarder ce qui marche, je dirais, sans complexe. On a beaucoup débattu du modèle de flexi-sécurité. Le modèle de flexi-sécurité est vraiment un modèle qui mérite d'être considéré en détail, même, encore une fois, s'il faut voir quelles ont été les évolutions récentes. Et ce n'est pas la panacée, c'est jamais la panacée, mais il y a dans l'idée de la dissociation de la protection de l'emploi et du travailleur quelque chose qui est éminemment utile dans une société mobile où les qualifications bougent et où les mouvements de population doivent se faire entre les différents secteurs. On voit bien que c'est autour de cette dissociation et de cette double politique que se trouve la solution. Si vous voulez, on ne peut pas vouloir à la fois une économie mobile, innovante, avec une très forte transformation sectorielle et en même temps être agrippé à une défense immobile de statuts qui fige
l'ancien modèle dont nous sommes en train de sortir. Et donc Alors pour justement, cela, il faut nous sommes à la en train fois de sortir de ce modèle, nous vivons une mutation technologique et industrielle. Quel peut être le rôle de la politique industrielle et quel peut être le rôle de l'État dans ce contexte? Alors, je cible un petit peu ma question en employant le mot cible à dessein. Vous dites qu'il faut des critères pour faire un ciblage sectoriel. Bon, d'abord, il faut dire 2 ou 3 choses sur la politique industrielle. La politique industrielle, ça a été une grande cause nationale et qui a remarquablement réussi justement dans cette période qui va de 45 à 74, où on peut dire que c'est l'État qui a forgé la spécialisation industrielle du pays à travers notamment le modèle des grands projets et également le nucléaire, l'espace, voilà, exactement, et le modèle des guichets spécialisés du Trésor qui avait une politique de financement spécifique par type d'activité ou par type de taille d'entreprise ou par type de projection à l'exportation ou sur le marché domestique. Donc ce système-là a remarquablement fonctionné. Et puis après, on a abandonné purement et simplement les outils de politique industrielle et la politique industrielle a sombré dans un opprobre général. La politique industrielle est devenue, en gros, la politique de soutien au canard boiteux. Et donc l'image était considérablement négative. Donc une politique défensive. Une politique totalement défensive. Ce que nous disons ici, c'est que la politique industrielle retrouve du crédit pour plusieurs raisons. D'abord, on a découvert que les spécialisations abandonnées au marché, ça pouvait donner des économies très fragiles, comme l'économie grecque ou d'un certain point de vue l'économie espagnole qui a beaucoup misé sur l'immobilier, sur donc on n'abandonne pas l'interventionnisme. Il faut pas... Donc on n'abandonne pas l'idée qu'il faut peser sur la spécialisation. Petit 1. Petit 2, le soutien aux entreprises a été longtemps en France un soutien aux grandes entreprises, aux grands contrats, aux grands projets. Alors on dit non, il peut y avoir aussi un risque de captation à travers des méthodes d'abonnement de certaines grandes entreprises à des aides publiques. Peut-être faut-il considérer des aides qui soient soit territorialisées, soit sectorisées. Alors territorialisées, il y a toutes les initiatives qui consistent à recomposer la politique industrielle sur une base territoriale, et c'est la promotion d'écosystèmes productifs qui permettent de combiner les apports des industriels. Et mettre les territoires intérieurs en concurrence. Absolument, et mettre les territoires en concurrence, mais surtout faire en sorte qu'il y ait une circulation entre les 3 pôles de l'économie de la connaissance, que sont le pôle de production de connaissances, le pôle d'utilisation des connaissances et le pôle de transformation industrielle. Et cette idée de la promotion des clusters, des écosystèmes industriels locaux, est une idée à promouvoir. Malheureusement, comme vous l'avez vu en France, quand on a lancé la politique des pôles de compétitivité, on pensait qu'on allait en avoir 5 ou 10, on en a eu 71. Donc le risque là, c'est le saupoudrage. Et puis sectoriel. Donc, ni l'inventaire à l'après-vert, ni la méthode des champions nationaux. Exactement. Alors, est-ce qu'on est en train d'en sortir? Je vois que vous voulez qu'on accélère. Est-ce qu'on est en train de sortir? Non, je constate que la politique industrielle actuelle est une accumulation formidable de dispositifs d'aide redondants avec des moyens incroyablement limités et avec un interventionnisme bavard. On ne risque pas de sortir de la crise actuelle et on ne risque pas de trouver la voie. On ne peut pas accumuler des politiques de 24 secteurs, plus 7 filières d'innovation, plus 71 pôles de compétitivité, plus la mission technologie 2030 de Madame, etc., etc. C'est pas possible. Donc dans les secteurs innovants, des stratégies sectorielles ciblées avec des entreprises qui sont en concurrence, ce n'est pas à l'État de déterminer qui sera le champion qui gagnera. Absolument. Il est absolument fondamental de dire qu'on veut aller dans certaines directions, que par exemple les objectifs de voitures à 2 litres de consommation, les objectifs de batterie qui permettent une autonomie de X centaines de kilomètres, tout ça ce sont des objectifs généraux. Les aides motrices avec des robots qui facilitent la mobilité des individus, tout ça c'est tout à fait légitime de la part des gouvernants de dire, ben voilà, ce sont des directions dans lesquelles on veut aller. Mais après, ça doit être des appels d'offres ouverts, ça doit être des comités ouverts qui délibèrent et qui jugent des différents projets. Il faut choisir. Avec du capital public et du capital privé. Avec du capital public et du capital privé. L'État doit jouer un rôle de capital risqueur. Absolument. Accepter systématiquement la mise en concurrence, ne pas concentrer les moyens ni sur une firme ni sur une filière. Bref,
la pédagogie qu'on a essayé de mettre en place avec le grand emprunt, avec la volonté de créer de l'excellence sectorielle, transversale, en mettant des comités ad hoc, en faisant appel à des experts étrangers et nationaux, en sortant de la logique de pilotage administratif, je crois que ça, c'est une méthode utile et transposable. Alors, on va prendre encore 3 petites minutes parce que j'ai encore 2 questions que je voudrais vous poser. Une que je n'avais pas prévue, qui concerne les secteurs matures qui sont dans une position très défensive et difficile. Et le meilleur exemple, c'est l'automobile. Peugeot. L'État intervient dans le capital investisseur. Nous faisons un partenariat avec celui qui est le pays qui était l'ennemi juré il y a encore quelques années, la Chine. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Peugeot, c'est un exemple dramatique de l'impasse française. Et c'est quand même intéressant d'y consacrer 2 minutes. Il y a 15 ans, Peugeot était au même niveau que Volkswagen. Tout à fait. Et il était même dans une situation relative meilleure que Volkswagen. Il avait notamment une meilleure rentabilité. Au cours des 15 dernières années, Volkswagen a fait d'abord un choix technologique, la politique des plateformes et de spécialisation des plateformes. Nous, on a réalisé avec retard que c'était ça la voie. Deuxièmement, Volkswagen est allé massivement à l'étranger pour développer ses bases, notamment au Brésil et en Chine. Nous étions avant Volkswagen, notamment avec Citroën en Chine, et on a laissé passer, on a laissé pourrir notre avantage sur place. On a été incapable et on a refusé même de développer des véhicules adaptés au marché chinois. En Allemagne, Volkswagen avait comme actionnaire un Land qui a soutenu sur la durée la stratégie de Volkswagen. Nous, en France, on a une famille qui a passé son temps à hésiter entre savoir s'il voulait que son développement essentiel passe par l'automobile ou diversifie son portefeuille d'activités. Bref, à toutes les étapes, nous avons fait les mauvais choix. Et ça, vous voyez bien, mais là, ce sont des erreurs industrielles. Non, mais ça concerne l'État, à travers la politique macroéconomique et les charges qui ont été imposées au secteur automobile sur le secteur national. Ça concerne la qualité du management, ça concerne les stratégies qui ont été déployées et ça concerne aussi la politique européenne, puisque la politique européenne n'a pas pu apporter le soutien qu'on pouvait espérer à ce type de secteur. Justement, sur ce point-là, est-ce que le cas Peugeot n'est pas révélateur du fait que lorsque nous sommes en difficulté et que nous sommes en concurrence avec nos cousins germains, en quelque sorte, les alliances, il faut les trouver, il faut aller les chercher ailleurs qu'en Europe. Alors vous avez tout à fait raison. En dernier lieu en Allemagne et bien plutôt dans le grand large. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. L'expérience de toutes les tentatives de constitution de champions européens, à part l'exemple d'Airbus, sont un échec. Qui est déjà daté, qui est déjà très daté et qui est en plus relevé de 2 initiatives politiques nationales dans un contexte politique qui n'est plus du tout le nôtre actuellement. Et c'est vrai que cette grande passion de la France pour l'Allemagne, notamment en matière de regroupement industriel, n'a pas donné beaucoup de résultats. Et je pense effectivement que ce sont des partenariats transatlantiques, transpacifiques, qui sont la solution. Je suis très frappé de constater que Renault, qui a accepté cette stratégie, alors même qu'il a fait des erreurs stratégiques aussi dans sa politique de gamme, a réussi malgré tout à constituer un groupe qui pèse au niveau mondial, alors que Peugeot est dans cette difficulté. Et donc je ne considère pas du tout comme un point négatif l'arrivée d'investisseurs chinois. C'est une nouvelle donne qui est aujourd'hui entre les mains des dirigeants de Peugeot. Il faut qu'ils en fassent le meilleur usage. Alors, une dernière remarque ou une dernière observation, la mondialisation est davantage une opportunité que l'Europe aujourd'hui. C'est en tout cas ce que pensent nos amis allemands, qui ont fait, à l'occasion de la crise, un retour vers le monde et vers leurs grands espaces d'expansion, que ce soit vers l'Est ou vers l'Est lointain, qui fait qu'aujourd'hui, leur performance économique essentielle est dans le grand large, et au fond, ils souffrent assez peu du ralentissement de l'Europe du Sud. L'idée que l'Allemagne était formidablement impliquée dans le destin de l'Europe à cause de l'imbrication de son économie avec les pays de la petite Europe est de moins en moins vraie. Bien, écoutez, changer de modèle, Élie Cohen avec Philippe Aghion et Gilles Berset, je remercie. Merci.